Bonjour à toutes et à tous, c'est ici Quentin Houstin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence. Bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Comment te sens-tu aujourd'hui? Très bien, nous parlons alors qu'il fait extrêmement chaud et je suis dans une pièce où il fait frais, donc je mesure ma chance et le contraste. Je comprends. Moi, c'est exactement pareil. On a la chance d'habiter dans le sud et c'est vrai que là, ça fait du bien de se mettre un peu au frais. Euh, qui es-tu, Florence? Waouh. Euh, je crois que je suis une petite fille de 8 ans déguisée en personne qui a l'air qui a l'air de savoir ce qu'elle dit. Hmm, Voilà, je pense que c'est ça. ok. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a envie de jouer dans des codes qui sont un peu plus admis que si je ne faisais que jouer. D'accord. Ok. Si c'est ça ta question. Sinon, si la question est quel est mon day job, Alors en fait, si tu veux, c'est pour ça que j'adore poser cette question, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais faire Otis dans un certain film, mais en fait, c'est comment toi tu te sens et puis qui es-tu, Florence, et qu'est-ce qui te décrit, voilà, comment toi tu as envie de te décrire? bon, alors si je dois décrire quel est mon day job, hein, mon Ouais. occupation de jour, j'écris des livres, je donne des conférences, j'invente des pédagogies qui permettent aux unes, aux uns et aux autres à mieux connaître leur fonctionnement pour s'alléger la vie. Hmm. Ça, ce serait le résumé. Je suis chef d'entreprise, je suis maman de 3 personnes qui sont désormais adultes, Ok. je suis mariée depuis 33 ans. Voilà, Ouais. là, tu as toute ma fiche signalétique. Super. Bah, merci en tout cas pour ce partage. J'aime beaucoup le côté voilà, d'inventer des nouvelles pédagogies. Et qu'est-ce que tu as pu inventer comme nouvelle pédagogie qui n'existait pas? Alors, c'est pas tant d'inventer des choses qui n'existent pas. Mon plaisir est bien au contraire de m'ancrer dans ce qui existe et Ok. de fureter. Je suis assez curieuse. Je suis donc l'environnement qui est le mien et celui du fonctionnement de l'être humain. Hmm. Donc, c'est de la psychologie. Et depuis que j'ai étudié la psychologie, ce que je suis allée faire aux États-Unis, c'est vrai que je me tourne pas mal vers cette influence pour voir ce qui y est expérimenté, trouvé, montré, cherché, parce qu'ils sont quand même un petit peu plus décontractés que nous. Donc, Hmm. ils vont un peu plus loin. Et une fois que je me suis imprégnée de tout ça, j'en fais ma salade en fait, avec mon expérience qui est très française, je suis vraiment quelqu'un de notre bocal. Et je retranscris tout ça dans un langage souvent qui est le mien. Je joue pas mal avec les mots et c'est avec ces mots que je vais venir raconter ce que j'ai appris et que je propose ainsi dans des formats voilà, divers et variés aux gens qui le souhaitent d'apprendre à leur tour si jamais ça pouvait leur rendre service. D'accord. Et quel était ton chemin, ton parcours pour arriver jusque-là, à ce travail, à ce day job? J'ai fait des sauts périlleux, comme j'imagine beaucoup d'entre nous, quand on a une nature comme ça un peu curieuse. J'ai quand même fait des études de psychologie, comme je te le disais. J'étais Ouais. partie en Californie pour étudier le cinéma. Et puis, je suis en Californie tombée sur des gens des gens du développement personnel. C'est-à-dire que c'était là-bas très courant. C'était le tout début des années 80, mais de toute façon, c'est courant depuis les années 60 là-bas. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Je sortais de l'adolescence et je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre autrement, que quand on était mal dans ses baskets, en fait, on pouvait s'offrir quelques connaissances qui permettaient d'aller mieux. Et l'adolescence, c'est quand même épouvantable pour tout le monde. Et donc, je trouvais ça sympa de reprendre un peu le contrôle sur soi. Ok. Et c'est là où donc j'ai décidé d'étudier le fonctionnement de l'être humain et j'ai donc complètement changé mes études pour étudier la psychologie. J'ai fait ça. J'ai appris des méthodes.
là-bas Ouais. et je suis rentrée en France et j'ai par exemple enseigné ce qui s'appelle la programmation neurolinguistique qui aujourd'hui est tout à La fait PNL. la PNL, admise, acquise, et enseignée, etc. Mais c'était Ouais. très nouveau quand je suis rentrée avec ça sous le bras. Ça a été le début de la transmission que j'ai pu faire ici. Et puis ensuite, j'ai emprunté plein d'autres chemins. J'ai exercé plein d'autres métiers, mais j'ai exercé des métiers de formation, donc ça c'est revenu plusieurs fois dans ma vie. J'ai conçu des sites internet au moment où internet est arrivé, parce que D'accord. c'était Précurseur aussi. non mais c'était la jungle, c'était génial, on pouvait choisir le métier qu'on voulait. Oui, il y a quelque chose dans ce qui me plaît de défricher, et c'est quelque chose que je qualifie du Far West en fait. Mmh. J'aime bien quand on prend sa carriole et qu'on sait pas très bien, on sait pas très bien vers quoi on va parce que c'est nouveau, Mmh. et comme si je passais un peu devant OK. et puis ensuite, je raconte ce que j'ai trouvé. D'où ton académie en ligne qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, c'est ça? Et tu devais être la première ou une des premières en tout cas à faire ça? Alors oui, là, mon envie était de dire, donc quand j'ai commencé à travailler avec, la psychologie positive qui est donc, mon day job actuel, Ouais. eh bien je me suis dit il fallait pouvoir faire ça, apprendre tout ça de chez soi, sans que personne te souffle dans le cou. Tu vois, ce sont des questions à se poser qui ne requièrent pas la présence d'un thérapeute, parce qu'il s'agit de renforcer, mieux connaître, déployer la partie de nous qui va déjà bien, et qu'on pouvait faire ça chez soi, tranquille. Mmh. Alors oui, c'était déjà de l'apprentissage digital. Maintenant, ça porte tout un tas de mots, etc. Moi, j'ai juste appelé ça une académie en ligne. Tout à fait, la 3KIF Academy. D'accord. Bon, je pense qu'on va revenir sur les 3 kiff, la 3 Kiff Academy. Il y a quelque chose que sur quoi j'aimerais revenir, c'est sur la partie américaine aux États-Unis, en tout cas états-unienne, on va dire. Tu es parti du côté de San Francisco, tu as fait aussi Los Angeles, tu as pu faire un séminaire de notre fameux Tony Robbins également, et c'est lui qui t'a, on va dire, ouvert tout un spectre de nouvelles choses positives, ou c'était déjà un chemin que tu avais déjà enclenché? Alors, c'est marrant. Tony Robbins, c'est comme si j'avais le droit de mettre un petit cran sur la crosse Check. de mon colt, en fait. Tac, j'ai vécu l'expérience Tony Robbins, donc ça fait de moi un être identifié. En effet, nous étions très très jeunes. Je devais avoir 19 ans et lui 23. Et, Ok. et c'était Ouais, il était vraiment jeune, ouais. premier séminaire, oui, ouais, il arrivait encore en tenue de karatéka, parce que il Ok. devait avoir besoin de ça pour se donner un peu de prestance. Il était déjà gigantesque et très fort et tout ça, mais c'était très drôle. En fait, Tony Robbins est arrivé c'est une affiche que j'ai lue dans un immeuble où je m'étais déjà inscrite à des séminaires de développement personnel, et j'avais découvert comme ça un programme qui m'a beaucoup apporté. Et voyant ça sur les murs, parce qu'il se passait plusieurs séminaires au même endroit, comme on a des endroits comme ça en France aussi, ou parce qu'il y a des salles, les gens se réunissent là. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la marche sur le feu. Et oui, ce que m'a ouvert la marche sur le feu, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on allume un feu, les braises montent à 1000 degrés, lorsque les flammes sont éteintes, on étale le lit de braise. Et Mhm. ensuite, on va traverser pieds nus ce lit de braise sans se brûler. Et le tout après une préparation qui est en fait assez sommaire. C'est ça qui est stupéfiant, et qui existe d'ailleurs dans tout un tas de peuples, chez tout un tas de peuples premiers. C'est-à-dire que Tony Robbins n'a pas inventé la marche sur le feu, il a juste repéré que dans certaines cultures, comme cela existait, il s'est demandé comment on pouvait obtenir cet état-là. Et puis comme il est très très fort en conceptualisation, il a conceptualisé tout ça et il en a fait ce qu'il en a fait. Et bon, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois très imaginatif et très particulier. Mais en tout cas, j'ai vraiment absolument adoré cette expérience, que j'ai faite plusieurs fois, que j'ai reproduite moi-même avec mes amis sur la plage, parce qu'après nous étions invincibles. Quand on a fait un Et truc ouais, pareil, il faut savoir que pendant 15 jours, on pense qu'on est complètement invincible, hein. d'accord. On peut Génial. absolument tout faire. Et comme ça, dans la foulée, le week-end d'après, après avoir fait cette marche sur le feu, je suis allée me jeter dans l'avion
en pensant que le saut en parachute était à ma portée. Là, je me suis étalée à l'arrivée. Donc, bon, il faut juste quelques préparations parfois pour faire. Parce que t'as sauté toute seule. Non, 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 pas toute Ah, seule, bien sûr, non. Je me suis évidemment, non, non, j'ai fait ça dans un groupe avec des profs, etc. Mais je me suis très mal ouais. réceptionnée parce que je pensais que tout était facile et je crois que j'ai écouté que la moitié de ce que disait l'instructeur. Donc Hmm. oui, j'ai vécu cette expérience avec Tony Robbins. Elle m'a indiqué qu'il y avait parfois des façons, en effet, de prendre un peu le contrôle de la situation. Et c'est pas très utile hein, de savoir marcher sur des braises parce que ça n'arrive pas souvent. Le seul équivalent, c'est de traverser des routes goudronnées très chaudes l'été. Ouais. Alors, en tout cas, en sensation, c'est ça qu'on ressent, c'est quand même très très chaud, donc on le fait pas très souvent. Enfin, ça sert pas à grand chose. Si ce n'est que lorsque je me retrouve face à quelque chose qui me fait peur, lorsque la petite voix me dit non, ça c'est pas pour toi, ou ça tu sauras pas le faire, ou ça tu ne peux pas le faire. Il y a quand même, il y a un reste, il y a un fond de moi, hein, parce que ça il y a plus de 30 ans maintenant, il y a un fond de moi qui dit rappelle-moi juste qui a marché sur les braises. Et à Waouh. ce moment-là, je sais qu'il y a en effet la possibilité de regarder une situation, d'y aller, quoi. Enfin, qu'on peut Hmm. y aller et qu'on peut faire des choses qui nous foutent la trouille. Ah yes. Et ça, tu l'as récupéré, tu l'as enseigné aussi? La marche sur le feu, jamais. Alors, pas forcément Non, ça, non. mais par contre, des choses un peu plus, on va dire, pas forcément la marche sur le feu, mais le fait de pouvoir faire face à certaines peurs. Est-ce que tu as pu coacher, accompagner certaines personnes ou ça n'a pas Alors, été euh, ton envie, ta philosophie? je ne coach ni n'accompagne personne, c'est-à-dire que D'accord. mon métier consiste plus à évangéliser, Hmm. c'est-à-dire à parler à des groupes les plus larges possibles pour apporter ce que je sais, pour cultiver les gens dans ce domaine-là. Ensuite, il y a des coachs qui peuvent nous aider à individuellement appliquer tout ça de manière beaucoup plus précise dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre d'une préoccupation, etc. Mais je crois que là où on retrouve ce fond qui m'habite, ce fond de possibilités qui m'habite, et que je vais en général faire ce qui me fait peur. Et je vais en général vers ce qui me fout le plus la trouille va me procurer les plus grandes satisfactions. Ouais. Et en le faisant, j'ai remarqué que les gens qui assistent à ce que j'ai pu fabriquer ou réaliser, etc., sont touchés par ça et se disent, mais parce que je suis quelqu'un de très normal, hein, extrêmement normal. Quand les gens me voient faire, ils se disent, mais si elle peut faire ça, ça veut dire que moi aussi, je peux faire ça. Hmm. Et donc, c'est plus probablement dans l'incarnation d'aller au-devant de ce qu'il y a voilà, de plus intimidant. Que les gens se disent, mais en fait, l'audace, ça a l'air sympa. Hmm. Et c'est là où peut-être est ma contribution, c'est de... D'être une sorte de guide, c'est Non, non, ça? non, non, juste être une personne normale qui fait des choses, qui fait les choses dont elle a envie et qui donne l'autorisation aux gens qui observent ça de se dire, mais si elle fait ça, moi aussi je peux faire ça. Hmm. Il y a vraiment quelque Ok. chose de normaliser en fait les choses qui nous font, qui nous éclatent. Ouais. C'est ça Ouais. l'idée. Du coup, ça me fait une petite transition avec les trois kiffs. Tu as écrit plusieurs bouquins, La fabrique à kiff, les trois kiffs par jour. Euh, c'est quoi le kiff pour toi? Alors, c'est très précis, le kiff. C'est la terminologie dont je me sers pour décrire une émotion qui s'appelle la gratitude. Hmm. Et la gratitude, ce n'est pas un plaisir. La gratitude, ça part d'un plaisir souvent, mais c'est l'étape d'après qui consiste à se dire, pour ça, merci. Pour quelque chose que l'on a vécu, pour un plaisir que l'on a ressenti, quelque chose que l'on a réussi, un événement, quelque chose qui s'est arrangé, enfin peu importe. La gratitude se loge vraiment dans le quotidien. Ça ne se prévoit pas, justement, parce que les gens souvent confondent plaisir et gratitude, hein. Hmm. Les gens disent, bon, allez, vas-y, c'est quoi ton kiff? C'est pas ça la question. La question n'est pas qu'est-ce qui me fait plaisir. La question est
lorsqu'il se passe quelque chose qui me fait plaisir, d'avoir le réflexe de m'arrêter et de me dire ou de dire à quelqu'un: «Oh là là, pour ça, merci». Alors, merci à quelqu'un, mais ça, c'est un peu de la politesse, mais merci à une instance supérieure, merci à la vie. C'est de se rendre compte des chances qui vont venir s'enfiler sur notre collier. C'est comme si on portait un collier avec des dents de requin, sauf que ce sont des griffes et que à chaque fois qu'il y a quelque chose de formidable, et c'est très utile dans les moments où nous souffrons, c'est très utile dans les moments où nous sommes perdus, c'est très Hmm. utile dans les moments où les choses sont très dures. Ouais. Nous sommes encore un peu en crise, hein, on ne peut pas dire que le monde soit totalement stabilisé. En effet, on est en août 2021 et c'est vrai c'est encore instable à plein d'égards, mais C'est voilà. encore instable et il est arrivé des choses très difficiles à beaucoup de gens. Ouais. C'est aussi dans ces moments-là que pour se remettre un peu en piste, et ça a été démontré par les recherches qui sont faites autour de cette émotion, Hmm. ce, plus nous savons atteindre cette émotion-là, la gratitude, plus nous allons pouvoir nous remettre en piste, non seulement rapidement, mais consciemment. Donc c'est Hmm. très utile. Et c'est surtout utile à pratiquer lorsque ça va bien, parce que là, ça ne coûte rien d'essayer et on développe ce muscle-là. Hmm. Et si ce muscle-là est développé, lorsqu'on va se prendre un autobus dans la figure, parce on se prend des autobus dans la figure, on est mieux équipé, en fait, Hmm. pour se relever. Et comment tu le développes comment tu développes ce muscle parce que admettons c'est vrai qu'en fait pour en toute honnêteté parce que moi aussi hein, je fais ces trois kiffs et puis cette gratitude tous les matins après ma méditation mais je me souviens plus en fait comment ça s'est passé la première fois où je me suis dit bah tiens je veux dire de manière consciente merci et dans une philosophie une envie en tout cas de progresser en termes de développement personnel. Comment toi tu vois, tu as quelqu'un qui débarque, qui voilà, a envie de s'améliorer, envie de mettre de la gratitude dans sa vie, mais il n'en a jamais fait, ou du moins pas de manière consciente comme toi tu prônes. Comment on fait au départ? Alors, c'est difficile de faire plus simple, puisque ça consiste, notamment cet exercice de 3 kiffs par jour, et je tiens juste à préciser que ça n'est pas un exercice que j'ai inventé, c'est juste un exercice que j'ai nommé comme Mmh. ça, car il nous vient des laboratoires américains, où justement on demande à des gens absolument comme toi et moi, on prend donc un groupe auquel on va demander de noter tous les soirs pendant 2 semaines 3 choses qui se sont passées dans la journée pour lesquelles ils ont l'élan de dire merci, donc Mmh. pour lesquelles ils éprouvent de la reconnaissance. Et ils vont noter ça. Et ça y est, l'exercice est fait parce que ça consiste juste en ça. Sauf que pendant ce temps-là, on va demander à un autre groupe de juste raconter ce qu'ils ont fait dans la journée en 3 points. Ensuite, on va demander à un autre groupe de raconter les 3 choses qui les ont mises en colère ce jour-là, pendant 2 semaines, etc. Et puis, on va demander à d'autres gens, par exemple, de noter tous les jours 3 raisons pour lesquelles ils se sentent supérieurs aux autres. Donc, on fait vraiment Wow. on a des groupes différents avec des instructions différentes. Mmh. Et avant de lancer une étude comme ça, on mesure le taux global de satisfaction de chacune et chacun des participantes et des participants. Et on fait cet exercice et à la sortie des 15 jours, on remesure leur niveau global de satisfaction. Donc ça, c'est la manière dont on se sent investi et satisfait de sa vie actuelle. Et c'est cette étude-là, par exemple, et des études de cet ordre-là, qui ont révélé que les seules personnes dont le niveau global de satisfaction avait progressé étaient ceux auxquels on avait demandé de noter les 3 raisons pour lesquelles ils éprouvaient de la gratitude. Donc, ce que j'ai appelé des kiffs. OK. Alors, une fois qu'on sait ça, on a le choix. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ok, c'est super intéressant. Ou alors, on se dit, bah, je vais essayer. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué, parce que c'est pas très compliqué. Et, Ouais. et c'est ça l'exercice. C'est de le faire assez régulièrement. Je ne sais pas si tu sais, Quentin, que notre cerveau, par défaut, est câblé pour percevoir le négatif. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc,
tout le négatif est saillant, il est très facile à voir, on râle très facilement, on s'irrite très facilement, ça demande aucun effort. Ouais. L'inverse Et en demande. d'ailleurs, est-ce que c'est pas plus prononcé d'un pays à un autre? Je Alors, sais- je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a chez nous un biais culturel. Voilà, on Voilà. va dire ça comme ça. Où il est très, très stylé d'être contre. Ouais. Donc, comme en plus, voilà, c'est la classe, parce que comme nous venons d'une tradition intellectuelle assez forte, Et oui. les Français sont persuadés que s'ils sont d'accord, on a qu'à le voir en ce moment, regardons l'actualité autour de nous, Et bien sûr. s'ils sont d'accord, ça montre qu'ils n'ont pas réfléchi. Hmm. Voilà. Alors que les Américains n'ont aucun problème à être d'accord et ils ont réfléchi et ils sont d'accord. Mais nous, on a l'impression que si on dit oui, on ne fait pas preuve de réflexion. Donc, on s'oppose par principe. Et en s'opposant par principe, on passe à côté du fait qu'il y a des choses formidables, puisque nous donnons plus de valeur justement à ce qui est dysfonctionnel ou à ce qui... enfin bon, bref. Donc oui, ça demande un effort, c'est une décision consciente de porter la lumière sur ce qui peut apporter de la gratitude. Yes. Tu vois, alors certains neuroscientifiques même, justement, ont repris également ces 3 kiffs quand ils accompagnent des gens, ou en tout cas, il y a des vidéos sur YouTube, voilà, qui le présentent également. Certains parlent de le faire tous les soirs avant de se coucher. Est-ce que toi, t'es OK avec ça, ou c'est peu importe un peu dans ta journée, ou c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine? Alors, je peux te donner les différents grades, en fait. Ouais, je veux bien. Premier grade, c'est un carnet sur la table de nuit. Et en effet, on écrit ça le soir. Donc, il faut bien mettre un stylo avec, parce que sinon, on dit, j'ai pas de stylo, je vais pas me relever, donc on le fait pas. Donc, on met le stylo sur le carnet, ou on fait ça dans son téléphone, mais je rappelle qu'on ne dort pas avec son téléphone, donc on laisse donc il vaut mieux avoir le carnet sur la table de nuit. Donc, vous avez bien entendu, hein, les auditeurs. Ok. Ça, c'est pas moi qui le dis. Mais moi, j'arrête pas de le dire de temps en temps, donc. Ouais, on peut se le rappeler. Bon, toujours est-il, là, l'idée, c'est noter. Donc, on se dit aujourd'hui quelles sont 3 choses pour lesquelles je dis merci. On les note, ça n'a pas du tout besoin d'être développé. Hein. C'est 3 boulettes comme ça, pim, pim, pim. On referme et on recommence le lendemain. Il faut évidemment, quand on commence, mettre toutes les chances de son côté et donc le faire de façon systématique. Donc, de recommencer le lendemain et le surlendemain. Et de faire ça plusieurs jours de suite. Alors, certains disent qu'il faut 21 jours pour que ça devienne une habitude. Enfin, la nécessité n'est pas que ça devienne une habitude, parce que comme nous nous habituons à tout, par ailleurs, ça perd également de sa puissance si on le fait de façon complètement méthodique. Mais il faut quand même avoir commencé un bon morceau la première fois pour que le cerveau ait créé ce nouveau canal qui est capable d'identifier la gratitude, parce que ce qui se passe au bout d'à peu près 10 jours, c'est que si je sais que ce soir, je vais noter dans mon carnet 3 choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci, eh bien, pendant la journée, au moment où quelque chose va se passer, je vais me dire « Ah, ça, ce sera sur la liste ». Et en fait, que se passe-t-il ? Je suis donc en train de vivre la gratitude plutôt que de la repérer après. Et c'est bien ça l'intention, c'est-à-dire que dès lors que je me rends compte qu'il est en train de se passer quelque chose de formidable, ma vie est instantanément plus riche. Et je n'ai plus besoin d'attendre ce soir. Donc ça, c'est le niveau 1. Donc tu développes en fait une conscience un peu plus de soi et de la gratitude pour pouvoir pointer du doigt. Ça va plus loin, c'est une conscience de la qualité de ta vie. Bien sûr. C'est-à-dire que tout ce que nous cherchons sans arrêt, quand on est autour de ces sujets de développement personnel, on se rend compte que nous cherchons toujours à ce que ce soit mieux, mais c'est peut-être déjà bien. Ouais. Et ce que permet cet exercice, en fait, c'est de s'apercevoir que c'est déjà bien. Et que je suis tellement pressée que ce soit mieux, ou je suis tellement pressée que ce soit mal, que je peux passer à côté du fait que et si c'était bien déjà, en fait c'est bien, c'est bien, et on n'a pas besoin de changer de vie avec cet outil-là. On change rien, en fait, on change juste
le prisme et la question. OK. Et une question différente apporte une réponse différente, Mmh. alors que la situation est la même. Always. Ouais. Donc ça, c'est le premier niveau? Niveau 1. Niveau 2, Niveau 2. on fait ça ensemble. OK. Donc ça, c'est ce que nous avons fait à la maison. Quand j'ai découvert tout ça, mes enfants avaient entre 8 et 14 ans. À ce moment-là, c'est pour ça que j'ai appelé ça des kiffs. C'est parce que j'ai voulu leur parler de ça et gratitude. Je sentais que ça allait pas passer très bien. Ouais. Donc, je leur ai dit, parce qu'il y a un truc quand même assez dingue, c'est que quand on développe cette capacité à percevoir le bon, et surtout, mais c'est pas juste percevoir le bon, c'est remercier. Faut bien entendre que c'est ça qui va faire la différence, c'est de se dire dans sa tête merci, quoi. Merci. Ouais. Il y a quelque chose les religions se sont emparées de la gratitude. Il y a quelque Mmh. chose comme ça de cet ordre-là. Mais là, nous ne sommes pas du tout dans quelque chose de religieux. Nous sommes juste dans une reconnaissance. Ça s'appelle de la reconnaissance, tout simplement. On vit plus longtemps. C'est-à-dire quand on sait faire ça et quand on a recours à cette émotion-là et qu'on l'éprouve, ça va influencer la tonicité du nerf vague qui lui-même influence la qualité de notre système immunitaire. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai envie que mes enfants vivent longtemps et en bonne santé. Mmh. Donc c'est comme ça que je leur ai dit, j'ai découvert ce truc où si on sait repérer des choses comme ça et qu'on sait en parler et qu'on sait le dire, on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé, donc essayons. Ouais. Et c'est comme ça que s'est instauré l'apprentissage de la gratitude à la maison, c'est qu'on faisait ça à table. Mmh. Donc quand on vit avec des gens, on peut faire ça avec ses colocs, on peut faire ça avec ses enfants, on peut faire ça avec ses parents, on peut faire ça avec ses potes. Alors c'est un peu bizarre, hein, parce qu'au début ça surprend. Surtout que moi, je suis une Parisienne hein, depuis plusieurs Mmh. générations. Donc imagine le taux de négativité est assez fort. Je ne dirai rien là-dessus. Mais j'en ai tout à fait conscience. Et c'est pour ça que tous ces instruments m'ont autant plu. C'est que j'ai vraiment appris des choses. Ouais. Et comme mon bocal naturel n'est pas celui-là, et quand on envoie comme ça une Parisienne, c'est pas sur la Lune, mais c'est en Californie, tout Mmh. à coup, j'ai découvert qu'il y avait des parties beaucoup plus ensoleillées de moi-même que je n'avais pas identifiées jusque-là, parce que je n'avais pas eu à les utiliser. Mmh. J'étais dans mon combat ouais, de Parisienne normale. C'est normal, c'est Ça une m'en sorte servi, c'est hein. de routine. Et ouais, ouais, je comprends. C'est ça. J'étais punk. Bon, enfin, voyez, ça, c'était facile pour moi. Ce qui était plus difficile, c'était d'avoir recours à tout ça. Donc, quand j'ai découvert qu'en plus ça s'apprenait, c'est pour ça que ça m'a autant plu. Ouais. Et bon, bref, tout ça pour dire que mes copains sont donc comme moi, puisqu'on on s'assemble toujours avec des gens qui nous ressemblent. Donc, j'ai introduit la notion de kiff chez ces gens-là qui sont de grands Génial. aboyeurs. Et non seulement on y est arrivé, mais on y a pris goût. Donc, Mmh. donc ça se fait à dîner. Chez nous, vraiment à la maison, avec les enfants, et je le recommande vivement. Quand on a de jeunes enfants, si jamais on ne l'a pas fait à table ou s'ils sont trop petits, eh bien, on peut le faire en les mettant au lit, en leur demandant, juste avant de s'endormir, quelles sont les 3 jolies choses de leur journée. Et les enfants, en apprenant à identifier ça, vont donc créer naturellement ce muscle qui, Mmh. nous fait encore un peu défaut, mais en s'y prenant un peu plus tôt, ça peut être un peu plus pérenne. Donc Yes. voilà, ça c'est le deuxième stade, donc on le fait ensemble. OK. Le troisième stade, c'est de le faire par écrit, de manière un peu plus intentionnelle encore, qui est de s'adresser à quelqu'un. Et ça s'appelle une lettre de gratitude. Donc là, on, Ultra puissant. on répertorie des gens dans sa vie et on leur écrit pour les remercier. C'est pas, une fois de plus, ça n'est pas un remerciement de politesse. C'est quelque chose qui dit, quand tu fais ceci, voilà l'impact que ça a sur moi. Mmh. Et c'est pour ça que je veux te remercier. Donc, par exemple, si j'ai passé un week-end chez toi, je peux t'envoyer un mot pour te dire merci pour le week-end, c'était super. Ça, c'est de la politesse. OK. Ouais. Si je veux te témoigner ma gratitude, je vais te dire Quentin, merci pour ce week-end, parce que la façon dont tu m'as reçu et tout ce qu'on a fait ensemble, etc., m'a montré à quel point je tenais à notre amitié et
puis à quel point tu y tenais aussi. Et pour ça, merci. Parce que ça fait une différence dans Ouais. l'expérience de ma vie. Et là, on voit 2 niveaux de conscience. Alors c'est même un niveau de conscience et un pilote automatique où on va avoir tendance, de par notre éducation, facilement à envoyer un message ou une petite lettre, un mot pour dire OK, merci pour ce qu'on a fait, en effet. Mais il y a aussi, en effet, ce que toi tu prônes, qui est là, quelque chose de beaucoup plus profond, et on est vraiment beaucoup plus connecté en fait à ce qu'on est en train d'écrire. Et là, en fait, on a une certaine énergie qui se développe en fait, et une certaine émotion qui arrive en fait avec l'écriture. Et, Oui, et puis on ose se mettre dedans. C'est-à-dire que la hmm, question n'est pas tant est-ce que notre week-end était sympa, la question bien sûr. c'est est-ce que notre week-end était tendre. Hmm. Et si je vais jusqu'à exprimer ça, peut-être pas dans ces mots-là, mais en manifestant ça, c'est vraiment de la gratitude. Je te donne un morceau de moi en le faisant. Donc c'est donc bien que je suis reconnaissante de ce qui vient de se passer. Et donc, évidemment, tu es gagnant ou gêné, hein, ça dépend des gens. C'est-à-dire que quand on reçoit des lettres de gratitude, on est un peu waouh, qu'est-ce qui Ouais, se passe? ouais, mais ça dépend des personnes. Après, plus ou moins en fait en fonction de la personne que l'on a en face de nous, qui a aussi pas mal travaillé sur elle, parce que c'est pas toujours évident de recevoir aussi de l'amour et d'accepter de recevoir. Je sais qu'il y a des gens qui, pour eux, dans l'estime de soi, il y a l'amour, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, et l'amour de soi, mine de rien, c'est quelque chose qui est pas forcément évident pour tout le monde, et de recevoir comme ça de l'amour, de la gratitude. Certains peuvent être très gênés et d'autres même complètement faire un peu l'autruche. Oui, 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 tout à fait, mais c'est pas grave parce que en tout cas, si moi je t'ai écrit ça, moi j'ai gagné plein d'années de vie et j'ai passé un super Et week-end et j'ai pris la 7 peine années de vie, hein, c'est aussi. ça? Ça peut aller jusqu'à 7 ans. Et alors donc Génial. nous on a trouvé la solution justement pour celles et ceux qui aiment pas beaucoup recevoir ce genre de trucs, c'est que donc ça c'est encore un niveau d'après. Ouais. Peut-être c'est plus le niveau d'avant. On a une fête nationale chez moi, Ok. qui est la fête nationale de la gratitude. Et donc, on se regroupe, on est une vingtaine. Et tu l'as pas déposé? Non, Parce que non, ça pourrait être mais non, génial. mais surtout pas le déposer, inciter, raconter, Ok. encourager. Non, non, ça ne dépose pas du tout. D'abord, les Américains ont un truc qui s'appelle Thanksgiving. Oui. Et donc, alors c'est bon, oui, enfin, c'est quand même la même idée quand même, c'est de Hmm. rendre grâce à quelque chose. Donc, toujours est-il que nous, c'est notre cérémonie de notre dîner de kiff, ça s'appelle. Ok. Et on se réunit donc une fois par an et on va faire un tour de table où chacun va exprimer. Alors je change un peu les règles tous les ans. Hein. Ils sont piégés à chaque fois parce qu'ils arrivent, ils ont leur train qui est super prêt. Puis en fait, c'est pas ça que je leur demande. Je leur demande Trop bien. de remercier quelqu'un en particulier ou autre. Donc évidemment, comme c'est une bande, c'est-à-dire qu'il y a de la famille, il y a des amis, donc on se connaît, on est très reliés. Donc beaucoup de nos satisfactions proviennent du fait de fréquenter les uns et les autres. Donc on va se remercier en fait. On va se dire des choses de cette nature et on se les dit en pleine face. Mais on est extrêmement bourré. Et donc, c'est ça notre ruse, c'est qu'on picole et qu'on cuisine et que c'est un festin. Enfin, vraiment, c'est extrêmement joyeux. Et Ok. je dis ça en rigolant, mais quand même, c'est extrêmement joyeux. Il n'y Ouais. a aucune raison que ce truc soit chiant. Ah C'est non. fantastique, on pleure, on rit, on en sort toujours absolument grandi. Et l'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause du Covid et ça nous a amputés parce que c'est un moment absolument de proximité et justement c'est comme ça qu'on résout le problème. Ouais. Donc ça c'est et alors donc le dernier stade, il mélange à peu près notre dîner de kiff et puis la lettre. Ça s'appelle une visite de gratitude. Et Hmm. la visite de gratitude, ça c'est pour gagner 7 ans d'espérance de vie d'un coup. Ok. On écrit Cash. on écrit une lettre à quelqu'un, on lui dit voilà je voudrais te voir, on lui dit pas pourquoi parce que c'est la moitié des gens viennent pas. Hmm. Donc on dit pas pourquoi et on va lui lire la lettre. Et en fait, là, il s'agit d'exprimer sa gratitude à quelqu'un. Et on peut, pour trouver comment écrire une telle lettre, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est si je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce qui ne me serait jamais arrivé? Et quand on écrit comme ça une lettre à quelqu'un sur ce thème-là, quand ce sont des amis, quand ce sont des membres de sa famille, il faut savoir que cette lettre de gratitude peut même s'écrire à des gens qui ont disparu.
Ok. C'est-à-dire que juste pour retrouver un lien ou peut-être réparer un lien avec quelqu'un qui Mhm. n'est plus là, on peut aussi en passer par là. Et Et cette lettre ensuite, par exemple, à des personnes qui ont perdu un être cher, tu en fais quoi de cette lettre? Tu as bah, un conseil? tu l'as écrite, c'est tout. Tu l'écris? Tu Ok. l'as écrite, tu as tout gagné. Quand tu écris des lettres de gratitude, tu comprends au moment où tu l'écris qu'en fait, tu as déjà tout gagné quand tu l'écris. Mhm. C'est à ce moment-là que les choses se mettent en ordre, que ça s'empile comme ça et Mhm. que tu ressens la gratitude. Ouais. Et donc, c'est déjà fait. Et donc, alors ensuite, si la personne est encore vivante et que tu as envie de le lui dire, eh bien, il faut savoir que lorsque nous éprouvons de la gratitude, nous ne pouvons pas en même temps éprouver de la colère. C'est impossible, Mhm. techniquement. Donc, je pense notamment aux gens qui sont nos relations amoureuses, à nos relations conjugales, qui sont évidemment toujours ponctuées de tout un tas de difficultés, de frustrations, lorsqu'on se met dans cette position-là, qui est de remercier l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il nous apporte, par exemple, sont Mhm. mis de côté absolument toutes les chaussettes qui traînent et toutes les frustrations du quotidien qui finissent par prendre une place tout à fait conséquente. Ouais. Et ça permet de temps en temps de remettre le curseur au bon endroit. Mhm. Et si on a encore ses parents, c'est quelque chose que je conseille de faire, d'avoir écrit une lettre comme ça, enfin si on en a l'élan, hein, bien sûr. Ouais. Mais c'est très cimentant en fait, et c'est Mhm. très apaisant. Et une fois que la lettre a été écrite, moi par exemple j'avais comme ça écrit une lettre à mon père et je lui avais interdit de me répondre. Interdit, parce que parce que comme lui-même Je peux comprendre. c'est trop, voilà, quand on disait il y a des gens qui ont du mal à recevoir, là je me disais je Ouais. n'ai pas du tout envie que mon père me réponde. Bon, évidemment, comme je ne devais pas le faire, il l'a fait, il m'a répondu. Mais c'était très fort. Et une fois que nous avions eu cet échange, je savais, c'était 10 ans avant sa disparition, il ne s'agissait pas du tout, il n'était ni condamné ni quoi que ce soit à ce moment-là, Mhm. mais je savais qu'il savait. Et donc, c'est très apaisant. Voilà, c'est très Ok. apaisant pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose de très émouvant quand on est prêt à faire quand on est prêt à faire l'effort. Mhm. Mais ça vaut le coup. Ouais. Et cette lettre, tu l'as donnée, tu l'as, on va dire, Alors, non, je n'ai lu? pas fait de la visite de gratitude, je ne l'ai pas lue. Ok. Je l'ai C'est posée sur son bureau. ok. Ça Et je marche. l'ai laissé la trouver. Mais lorsque j'ai écrit 3 kiffs par jour, en fait, juste pour Ouais. raconter cette anecdote-là, j'ai donc étudié la psychologie positive de nouveau aux États-Unis plus tard, un moment vraiment de changement de vie professionnelle. J'étais en galère totale. Mon job m'avait quitté. Enfin bon, c'était vraiment un moment assez pénible. Ouais. Mais j'ai choisi ce moment-là pour apprendre la psychologie positive. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé tout ce que j'ai appris. Et c'est comme ça que je me suis confrontée à ces lettres de gratitude en disant, bon, ben, je vais essayer. Moi, les profs disent que ça fait du bien, donc je vais le faire. Et pendant un an, je n'ai acheté aucun cadeau. C'est un truc que vous pouvez faire. C'est Mhm. au lieu d'offrir un cadeau, au lieu de commander un truc, c'est Une lettre. une lettre. Voilà. Ouais. De Ça passer me donne envie. 1/2 heure avec cet ami, avec cet enfant, avec ce parent, et d'offrir Frère, sœur, ouais. ça. Ok. Ben, franchement, ça te donne envie. En effet, il y a, genre, je sais plus quel psychologue qui disait, de toute façon, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est vrai que ben, si on n'exprime pas en fait tout ce qu'on dit, que ce soit par écrit, par oral et ou, ben, en effet, ça s'imprime en nous jusqu'à changer en fait nos états. Et je pense que ben, le fait de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, même si cette personne en effet est partie, ben ça fait du bien et j'en suis convaincu. Donc je l'ai jamais fait, mais je compte bien le faire. Et c'est vrai qu'il y a des anniversaires qui arrivent dans les prochains mois et je pense que je vais faire des petits cadeaux sympas. Ça s'essaye et puis c'est très original, hein. Il y a peu de gens qui sont Ouais. passés avant, donc ça surprend. Ouais. Ben, merci en tout cas pour ce beau conseil. Tu as parlé de dîner de kiff. Dîner de kiff, tu en as même créé un bouquin. Euh, tu-
Pour toi, dans ce dîner, alors tu as parlé de beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est vrai que c'est hyper important. C'est vivant, là. De toute façon, il faut vivre. Il y a plein d'émotions qui existent et il faut savoir pas forcément les utiliser, mais les vivre, en fait, en tout cas, ces émotions. Euh, Dans les dîners de kiff, tu parles aussi de recettes. Alors, qu'est-ce que tu y manges? Est-ce qu'il y a des recettes très Alors, bonbons ou c'est des recettes très... qu'est-ce que c'est pour toi? donc ça, là, c'est un autre volet de ma vie. Dîner de kiff, c'est un livre de cuisine, en fait. C'est Ouais. un livre de recettes. Et il se trouve que j'ai animé une émission de télévision Yes. où donc je faisais la cuisine à la télévision. Et puis, lorsque l'émission s'est arrêtée, ça a duré 3 ans, c'était absolument éclatant. J'adore cuisiner. Donc, cuisiner, pour moi, est un acte créatif. Ça n'est pas une tâche domestique. Je m'en suis rendu compte assez tard, en fait. La cuisine m'intéressait pas beaucoup. Enfin, je savais pas parce que chez moi, mes parents travaillaient beaucoup, donc personne faisait vraiment la cuisine. Je sais même pas comment on mangeait, mais bon, on mangeait, mais c'était pas. Je n'avais pas compris que c'était quelque chose de créatif, et c'est quelque chose de créatif au quotidien, la Mm. cuisine. Donc, pour celles et ceux qui aiment ça, ils le savent déjà, hein, c'est vraiment quelque chose de ressourçant, ça coupe avec la journée, on rentre le soir, et ne serait-ce que d'assembler déjà pour que ce soit bon. Et puis quand on aime, voilà, quand on aime les choses qui sont bonnes, c'est Ouais. très sympa aussi de les avoir fabriquées. Alors, le soir du dîner de kiff, évidemment, là, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que je passe 2 jours en cuisine. Mes copains eux-mêmes passent 2 jours en cuisine, et tout le monde apporte des plats. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très gourmand, c'est très festif. C'est un banquet, quoi. C'est un banquet de gratitude. Mais la cuisine dans ma vie est une source d'expression créative Mm. indispensable. J'aime les couleurs, j'aime les saveurs, Donc, t'aimes le bon et le beau. ouais, ouais, j'aime le bon. Je suis très sensible à ce qui est beau, à ce qui est bon. Et donc ça résume un peu. Ouais, enfin la bouffe, la bouffe, c'est vraiment quelque chose qui revient plusieurs fois par jour, donc Yes. on peut s'éclater. Tu vois, hier, j'ai interviewé Kaplan, Marion Kaplan. Voilà, j'ai pris son prénom. Tu sais qui c'est, Marion Kaplan? Marion Kaplan, c'est une femme extraordinaire qui a fait beaucoup de recherches sur l'alimentation et sur comment elle a fait pas mal de bouquins également sur le microbiote, sur des choses très très intéressantes. Et donc, elle a un rapport en effet un peu différent. Pour elle aussi, c'est super sain. Il faut cuisiner, c'est important pour la créativité, mais également et surtout pour sa santé, pour faire de la prévention. Et donc elle a une approche scientifique, si tu veux, et ton approche, mine de rien, quand je regarde tout ce que tu as pu faire, il y a aussi une approche scientifique, et mine de rien, même dans ce côté psychologique, c'est du kiff, on se fait plaisir, c'est bon, c'est beau, c'est créatif. Et bien, il y a un côté aussi très, je me fais du bien. On parle de bien-être, mais aussi de santé. Euh, Oui, bien sûr. Et dans Dîner de kiff, ça, j'en ai pas parlé, mais ce qui m'a donné envie de faire cette émission de cuisine, c'était avant tout la santé. hmm, J'avais un cousin qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui était psychiatre et qui a été emporté par une tumeur au cerveau. ouais. Et David, dans les 10 dernières années de sa vie, a complètement réformé sa façon de vivre, notamment sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la gestion du stress, sur le plan de l'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 dans le Mhm. cerveau, et les pratiques de la méditation. Enfin, vraiment, il a complètement réformé sa vie, car il avait besoin de sauver sa peau, tout Ouais. simplement. Et que quand il a demandé au médecin ce qu'il pouvait faire pour sauver sa peau, on lui a dit oh ben rien, il n'y a qu'à voir ce qu'on donne à manger aux gens dans les hôpitaux. En effet, on ne s'est pas vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut aider son corps à se battre contre des agressions difficiles. Et, et je me suis rendu compte au moment où David a publié tout ça, parce que c'est ce qu'il en a fait son combat, et il a vraiment gagné 20 ans de vie supplémentaire Waouh. grâce à ces changements. Une tumeur au cerveau remporte souvent la bataille, elle a remporté la bataille, mais en attendant, il a vécu 20 ans de plus que ce que lui prédisaient les médecins.
Et je me suis aperçue, donc nous étions très sensibilisés puisque lorsque nous étions très proches et on ne pouvait pas donner à manger à David des choses qui allaient aggraver sa situation consciemment puisqu'on savait un certain nombre de choses. Il avait été recherché tout ce qui était disponible et possible et il a fait vraiment une différence avec ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, peu de gens savaient ça et qu'on bouffait ce qu'on bouffait. Et puis, il y avait vraiment, en effet, une façon de sélectionner ce qu'on se met dans la bouche, ce qu'on se met dans le corps, à quoi ça sert, comment ne pas aggraver les choses, comment en améliorer certaines. Donc, dîner de kiff sous ces airs extrêmement savoureux. Chaque recette est composée d'aliments qui vont nous faire du bien. Mais c'est pas ce que je mets en avant parce que c'est le résultat qui compte. Et Et, oui. et je sais que ce qu'il y a dedans va nous faire du bien, mais ça c'est autre chose. Attends, c'est plus intéressant de s'éclater que de contrôler. Yes, je comprends. Mais en tout cas, je pense que je vais instaurer ça avec des amis, voire même avec la famille. On va voir ça. On n'appelle pas ça comme ça, mais c'est vrai que de manière générale, en tout cas dans ma famille, c'est assez festif. On se voit pas souvent, mais il y a un peu de ça. On aime bien manger aussi. Et, Oui, mais au-delà enfin, essaye de faire ce tour de gratitude. ouais. C'est très, très, très touchant Hmm. de savoir quel est le meilleur de ce qui habite la vie de chacun. Et particulièrement de ces gens qui nous sont proches, mais qu'on ne voit pas nécessairement, et d'entendre quelqu'un dire cette année, je suis particulièrement heureux, ou je suis particulièrement satisfaite, ou je suis particulièrement fière et de savoir ce qui a habité notre année et qui nous a rendu meilleurs, en fait, c'est assez inédit. Alors, il y a une règle, hein, c'est que quand on fait un tour comme ça, on ne commente pas et on ne critique pas. Ok. C'est-à-dire que si je dis, voilà, les 3 choses qui, cette année, m'ont bouleversée positivement, c'est pas un sujet de débat. C'est pas de dire, ah bon, tu t'es mise à l'espagnol, ah ma pauvre fille, tu parlais pas espagnol avant. On fait pas de commentaires. Ok, ouais. Avec une Chacun certaine avance à son rythme. bienveillance et Exactement. ouais. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que quand on entend les autres faire part de leur liste, en fait, la sienne s'enrichit. Parce que si moi je dis, je me suis mise à l'espagnol et vraiment, enfin je sais pas, c'est difficile, mais ça me fait du bien, et cetera. Quelqu'un va se dire: «Ah mais moi je me suis mis au skateboard. C'est vrai, tiens, je l'avais pas mis sur ma liste, j'y ai pas pensé, Ouais. mais c'est vrai que ça me fait du bien» et donc ça grossit naturellement, ça enfle naturellement et à l'intérieur de soi, donc on se sent encore plus, gratifié. Ouais, en fait, on peut pointer du doigt la gratitude à plein d'égards, mais sauf qu'on a aussi un nous qui permet de cacher tout ça et qui est assez pas évident à gérer parfois pour certaines personnes. Et justement, c'est plus on s'entraîne, donc plus on va pouvoir pointer du doigt cette kiffance, comme certains peuvent le dire en ce moment dans certaines chansons. Mais en tout cas, la gratitude. Ok. Et puis si c'est la règle, si c'est une règle, on ne fait que respecter la règle, Eh donc bien, bien on sûr. se plie à la règle, c'est tout. Franchement, là, je pense que du côté de ma famille, des deux côtés, mes parents, je pense que je vais instaurer quelque chose de sympa là pour Noël. Oui, absolument. Génial, il y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Premier, c'est la psychologie positive. Mine de rien, on entend parler, on sait que ça existe, mais concrètement, c'est quoi la psychologie positive? Parce que, ok, il y a le mot positif, il y a le mot psychologie, mais c'est quoi? Ça n'est pas la pensée positive, déjà on va commencer par ça. Ok. C'est l'étude des comportements, des personnalités et des organisations qui marchent. Hmm. C'est tout. Donc, ce sont des études qui sont faites en laboratoire ou des observations pour essayer d'identifier, de comprendre et de pouvoir reproduire un certain nombre donc de comportements ou de manières d'être ou de manières de faire qui vont avoir des impacts positifs sur ce que nous ressentons, sur ce que nous réussissons, ce que nous surmontons. Ok. Donc, c'est une petite sœur de la psychologie, puisque la psychologie s'occupe de nous réparer, donc elle s'adresse à la partie de nous euh, qui souffre ou qui a besoin, oui, d'être réparée, parce que nous avons, et particulièrement en ce moment, la France a très très besoin d'être intérieurement réparée.
Ça, c'est la psychologie traditionnelle qui s'en occupe, les psys font ça très bien, la psychiatrie aussi, etc. Mais Ouais. il n'existait pas de discipline qui se concentrait sur l'épanouissement, parce que ça n'est pas parce que je ne suis plus déprimée, par exemple, que je suis épanouie. Ce sont deux choses distinctes. Et dans une vie normale, enfin normale, dans une vie, un moment de vie sans souffrance, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours des moments qui vont revenir de moments de souffrance, un moment de vie sans souffrance, ou avec peu de souffrance, je peux quand même aussi développer des choses qui font que ma vie est plus riche. Donc c'est ça la psychologie positive. C'est pour ça que je rigole un peu quand les gens disent moi je suis psychologue positif. Non, on n'a pas besoin de psychologue positif. C'est de l'information la psychologie positive. D'accord. C'est-à-dire que si on sait que quand on fait ça, par exemple la gratitude, si je découvre en écoutant ce podcast que je peux gagner 7 ans d'espérance de vie et Plutôt génial quand même. que ma vie est un peu plus sympa, ben voilà, ça y est, je sais tout. J'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de personne. Et je peux. Donc c'est vraiment un pont entre l'académie, donc ce qui se passe dans les laboratoires académiques, et le grand public. Cette Ok. psychologie positive. C'est ce qui informe le grand public de ce que l'on découvre dans les laboratoires. Ça marche. Et donc, tu parles de gratitude, donc qui est un des outils de la psychologie positive. Tu en as d'autres ou Oh là là, mais il y en a, il y pas en a manqué? pléthore. Alors, d'abord, je vous inviterai à lire 3 kiffs par jour parce que Ouais. on ne me parle que de la gratitude et de ces fameux 3 On, kiffs, mais on c'est 4 mettra dans les pages notes du du livre. podcast de toute manière tous tes livres. Oui, oui, non, mais c'est 4 pages du livre en fait. Donc, et le livre fait 350 pages et donc il y a plein d'autres outils. Il y a notre rapport à l'optimisme, il y a notre rapport aux autres, la manière dont on établit des liens les uns avec les autres. Il y a la façon dont l'amour peut se déployer, se développer, se consolider. Il y a la façon dont nous nous servons de notre fonctionnement propre. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous avons une personnalité très singulière. Ouais. Et une fois qu'on a un peu de vocabulaire pour définir, décrire notre mode de fonctionnement, ça change tout. C'est-à-dire que là aussi, on va commencer à exploiter ce que nous sommes et qui nous sommes plutôt que d'essayer de s'y prendre comme le voisin. Bon, ça, c'est énorme. Et les résultats ne sont pas les mêmes et l'expérience n'est pas la même quand on respecte qui on est. Ouais. Et tu vois, par exemple, cette histoire de cuisine, chez moi, ça peut paraître, je sais pas, inutile, superflu, mais non, parce que chez moi, la créativité est une des choses qui va me caractériser. La C'est un curiosité. besoin, quoi. Oui, oui, c'est un besoin. Enfin, j'ai pas fait exprès. Je suis curieuse, je n'ai pas fait exprès. C'est comme s'il y a des choses qui nous sont tombées dessus. Il faut bien voir ça. Mais ce ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Donc, quand on a identifié ce qui nous est tombé dessus, c'est l'image des fées dans les films Disney qui, tac, avec leur baguette magique, disent ben, toi, tu seras plutôt créatif, toi, tu auras un sens de la justice, donc c'est ça qui sera important pour toi. Toi, ce sera justement la reconnaissance de la beauté, donc ce qui est beau va te toucher. Bon, ben ok, c'est pas une coquetterie, c'est comme ça. Et quand on sait un peu mieux, j'appelle ça des super pouvoirs. Ouais, je comprends. Et ça fait l'objet d'un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Power Patate. On a tous des super pouvoirs parce qu'une fois qu'on rend hommage à cette nature qui nous a été confiée, eh bien, c'est ça notre boulot. Et notre boulot, c'est de respecter cette personne-là parce que c'est comme ça qu'on va s'emmener soi-même le plus profond possible. Et quand je dis le plus profond, c'est le plus profond, le plus haut, le plus à gauche, le plus à droite, le plus intense, le plus exprimé. Et quelquefois, on se dessèche à essayer d'être ce qu'on n'est pas. Et c'est là que ça peut faire mal, en effet. Et là, on parle sur l'estime de soi, notamment. Et, alors, au-delà oui, il y a l'estime de soi, mais surtout, c'est vraiment une question de nature, de connaître sa nature. Et vraiment, ça fait des vacances de connaître sa nature, parce qu'on se trompe moins. On va faire des choix qui sont plus subtils pour soi. On va mieux contribuer au monde. On va être beaucoup plus utile aux autres. Si on arrête de se la raconter sur des trucs
qu'on sait pas faire ou qu'on peut pas faire. Et les gens qui sont comme ça, attends, on croise tous des gens, on se dit waouh, ça a l'air sympa. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais j'aimerais bien. Il y a des gens Je veux la même chose. qui font la même chose. Donnez-moi la même chose, s'il vous plaît, monsieur. En fait, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont alignés euh, Ouais. avec ce qu'ils sont, et on peut tous l'être. Donc ça, c'est pour ça que ces informations sont géniales. C'est qu'il y a des instruments, des questionnaires, des choses qui ont été élaborées dans des laboratoires par des chercheurs qui sont mis à disposition du grand public par des mécènes. Enfin, c'est l'Amérique, hein, donc Ouais. il y a plein de choses qui sont à notre disposition. C'est très généreux comme univers, et franchement, ça simplifie. La vie est compliquée, donc on peut parfois, moi je rigole beaucoup, tous ces gens qui disent l'injonction du bonheur, tu sais, parce qu'il y a, Ouais. évidemment, comme nous Ouais. sommes en France, des gens s'élèvent contre ce qui est positif. Élevons-nous contre le positif, très bien. Mais la vie se charge de s'élever contre le positif. Hmm. C'est-à-dire que ce qui fait de nous des êtres mortels, c'est évidemment la tristesse, le drame, la difficulté. Donc de toute façon, c'est au programme. Alors puisque c'est au programme, rajoutons dans notre cursus des choses qui nous permettent d'alléger tout ça. Hmm. Et D'ailleurs, on parle en effet de potentielles morts, etc. Mais quand on regarde d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, quand on va du côté du Mexique notamment, ils vont célébrer justement la mort. Il y a vraiment une vision qui est complètement différente que par exemple nous en France. Alors je dis nous de manière globale, mais c'est vrai on n'a pas les mêmes codes. Ça a pas. Certains vont vraiment, vraiment prendre du plaisir. Et moi, je me souviens, tu vois, j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an. Bon, bah, ça fait partie de la vie. On savait, voilà, il a plutôt bien vécu, une belle vie qu'il a eue. Et mine de rien, j'avais pas envie d'aller à un enterrement classique. J'en parlais à mon père. Je dis, mais putain, papa, j'ai envie de faire la fête, hein, parce que bah, c'était ça aussi, papy. Et en fait, ben, ça rejoint un peu avec ce que tu dis, parce que en effet, certes, il y a des choses, on va dire négatives ou tendances négatives qui vont, quoi qu'il arrive, nous arriver dans la vie, même si je pars du principe que les choses négatives sont aussi des choses positives parce qu'elles nous permettent d'avancer et de prendre de la hauteur sur certaines choses. Mais il y a des moments où en fait, on peut aussi faire sauter les codes et puis se dire, ok, il y a des choses merveilleuses, célébrons-les. Et surtout, c'est ce qu'il aurait aimé qu'on fasse. Et je sais pas ça, ce que tu en penses, toi. Ben ça, Quentin, c'est un aspect plus spirituel. Alors ça non plus, c'est un mot dont on se sert pas beaucoup. Ouais. Les gens vont préférer la religiosité ou je ne sais quoi, mais la spiritualité, c'est notre rapport avec ce qui nous dépasse. Hmm. Et en effet, certaines personnalités, certaines natures dont tu fais partie, dont je fais partie, ont besoin, par rapport à un certain nombre d'idées reçues, de choses attendues, de manières de faire, de s'y prendre autrement, de s'y prendre plus librement. Hmm. Et pour toi, ça peut être une fois de mettre de la joie dans un enterrement, mais ça peut être aussi d'inventer sa cérémonie de mariage, parce qu'on n'est pas été obligé de faire ça selon des codes ancestraux, on peut vraiment faire ça avec du sens, etc. Mais Ouais. ça, en effet, ça fait partie de nouveau de ce qui vraiment nous distingue les uns et les unes des autres. C'est Hmm. notre rapport à tout ça. Et mieux on le connaît, mieux on va pouvoir s'en satisfaire dans l'expérience qui est la nôtre. Parce que, si, c'est foutu d'avance, hein, on va tous mourir, ça Mais ouais. c'est très clair. Donc, alors une fois que c'est... Même s'il y a des transhumains, bref, il y a des choses qui arrivent, mais quoi qu'il arrive, c'est fini. Au contraire, ça va s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne revient pas, ça ne veut pas dire que ça, mais pour ce coup-là, c'est foutu. Ouais. Donc, Mais autant vivre le plus longtemps possible quand même. alors au-delà non, c'est plus que longtemps le mieux possible. Ouais, ouais. Et vraiment, je reviens souvent là-dessus en disant de nouveau, quand les gens ont envie de critiquer toutes ces démarches de développement personnel ou des connaissances de soi, en attendant, il n'y a qu'un passage. Donc, comment avons-nous envie qu'il soit? Est-ce que ce qui a été important dans ma vie, c'est d'être dans les clous, de justement me poser le moins de questions possible, de poser des critiques pour me rassurer, etc. Ou est-ce que je m'offre ce coup-là une ère d'exploration, une ère de jeu?
une ère de décision, de découverte, de plantade, de se remettre en route, de De kiff. souffrance, de bonheur, oui, mais de tout, parce que Mais ouais. il n'y a pas de joie sans malheur, il n'y a pas de soleil sans pluie. C'est une variation, là je ne vous apprends rien, c'est même pas philosophique, c'est comme ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et quand ça peut aller, pourquoi ne pas s'offrir la possibilité de le faire un peu plus en conscience? C'est la seule chose que j'essaye de faire, c'est de jouer à être en vie. Et jouer à être en vie, ça veut dire parfois aller un petit peu plus loin que ce que j'aurais fait naturellement. Et ça ne me prive vraiment d'aucune souffrance, d'aucune difficulté. Tout ça, je le traverse également. Mais si je peux faire en sorte que ce soit un tout petit peu plus léger ou un peu plus gai ou un peu plus coloré, je vais le faire. Et Je ouais. vais le faire. C'est mon rapport à ce à ce qui m'entoure. En tout cas, c'est comme ça que je m'en sors. Yes. Tu parlais d'alignement il y a quelques minutes. Alors certains parlent de l'alignement, ça va être entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Bon, on est aligné. D'autres vont utiliser la pyramide de Dilts. Voilà, entre le sens que je mets dans les choses jusqu'à mon environnement avec les signes niveaux logiques. Bon, ben voilà, si quelqu'un est aligné sur ces signes niveaux logiques, c'est qu'il est vraiment aligné. Pour toi, c'est quoi l'alignement? Est-ce que je crois ce que je raconte? Ok. Voilà. C'est est-ce que je crois ce que je raconte et est-ce que je raconte ce que je crois? Et c'est plus une histoire d'intégrité que de conformité. L'intégrité, c'est en effet vraiment être derrière ce que l'on dit, c'est-à-dire le penser, être en accord avec ce que l'on dit. Donc, ça, c'est une forme d'alignement. Ça, c'est voilà, de pas raconter n'importe quoi. Pour soi, hein, pas n'importe quoi par rapport à la société, mais pour soi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont de très bonne foi en racontant des grosses conneries, hein, parce que ils sont C'est clair. d'accord avec eux-mêmes, mais au moins ils sont alignés, donc très bien. Et il y a un deuxième alignement auquel je tiens énormément et qui me procure énormément de satisfaction et de solutions dans les difficultés, c'est un alignement créatif. Moi, j'appelle ça un alignement créatif, mais c'est cette notion de flux, de flow, dont tu as sûrement déjà parlé dans ton travail, qui est de en fait, se servir de ses compétences vers un objectif. Ça nous procure du feedback. Et pendant qu'on fait ça, on est complètement concentré. Et l'hyper-concentration, c'est une des meilleures solutions pour se sentir mieux quand on a besoin de se sentir mieux. Parce qu'il y a plein de moments où on a besoin de se sentir mieux. C'est quand on fait quelque chose qu'on aime, par exemple, cette conversation que nous avons, toi et moi, nous ne pensons à rien d'autre. Nous sommes complètement concentrés. Nous sommes dans un moment comme ça de flux où tout ce qui est autour n'a pas d'importance. Je ne sais même pas quelle heure il est, je ne sais pas depuis combien de temps on se parle. Et ça, franchement, quand on arrive de nouveau sur ce collier où on va enfiler les perles des expériences de notre vie, plus nous pouvons en mettre, parce que ça se décrète en fait. On se dit, tiens, je vais faire ça. Si j'aime écrire, je vais aller écrire. Si j'aime cuisiner, pourquoi je cuisine? Parce que ça me met dans cet état-là en fait. Ouais. Je suis concentrée, je suis dans mon poulet que je suis en train de découper, donc je pense à rien d'autre. Et donc c'est délicieux. Et donc, on parle pas mal du moment présent, voilà, d'être là, maintenant, ensemble, connecté soit avec soi, soit avec en tout cas ce qu'on fait, ou avec l'autre. Et puis voilà, on est dans cette bulle. Et c'est comme ça que, en effet, tout va plus vite, quelque part, dans un certain espace-temps. Oui, absolument. On perd la notion du temps. C'est un des critères de cette expérience de flux qui a été identifié par un chercheur hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Et l'indicateur que l'on sort d'un de ces moments, c'est qu'en fait, on a perdu la notion du temps. Le temps est passé tout seul. Et il n'y a pas à chercher, ce sont les moments où dans notre vie, nous sommes le plus heureux. Voilà, c'est ces instants-là. Et ça ne demande pas du tout... je trouve ça toujours intimidant, le moment présent, parce qu'on a l'impression qu'il faut être complètement à ce qu'on fait. Alors, parfois ça marche, mais une conversation à deux, ça marche aussi. Animer une réunion, ça marche aussi. On peut même être dans le moment présent en Zoom. Donc, il y a vraiment des possibilités. Infini, en effet.
Faut juste bien le vouloir. C'est ça. Non, mais je veux dire, il s'agit pas de méditer tout seul dans son coin. Méditer tout seul dans son coin peut aussi Ouais. procurer ça, mais c'est dans la vie, hein. Hmm. C'est dans la vie, c'est d'être à table avec quelqu'un. On y est complètement, et c'est ça qui fait que c'est génial. Exactement. Il y a un point que j'aimerais aussi évoquer avec toi. Tu as évoqué dans un des podcasts que tu as pu faire de la psychologie transpersonnelle. Mhm. C'est quelque chose, en fait, j'ai interviewé Éric Marlien, qui est un ostéopathe qui a beaucoup travaillé sur la théorie polyvagale et qui est, de par ses recherches, lui aussi, un peu comme toi, c'est un fou de recherche et en fait, il est tombé sur la psychologie transpersonnelle. Et donc voilà, je voulais en savoir plus parce que j'ai l'impression que vu les personnes que j'interviewe ces dernières semaines, il y a beaucoup de choses, ou en tout cas beaucoup de choses qui nous attirent vers la psychologie transpersonnelle. Et je voulais en fait tout simplement en savoir un peu plus. Toi, quelle était ta vision? Comment tu l'appliques, si tu l'appliques, et je crois parce que tu l'as apprise à un moment donné dans ta vie. Il se trouve que alors la psychologie transpersonnelle est une psychologie qui va allier la spiritualité à la psychologie clinique. Ouais. Juste pour définir ce que Mm. c'est pas un mouvement, c'est pas une méthode, c'est juste le fait de laisser entrer ce que la spiritualité peut nous apprendre, et de la mélanger avec ce que la psychologie peut nous apprendre. Donc après, on va retrouver à l'intérieur de ce domaine beaucoup de pratiques différentes, et je suis absolument loin de toutes les connaître. Il se trouve que l'université dans laquelle j'ai étudié dans les années 80 était une université qui était une université de psychologie transpersonnelle. C'était sa grande particularité. C'était une université californienne, donc assise en avance, parce que à ce moment-là, ça s'appelait le New Age quand on Ah mélangeait ouais. ça. On D'accord. étudiait déjà les, les expériences de mort imminente, Mm. on étudiait déjà le rôle des psychédéliques dans le développement des champs de conscience. Donc des choses qui vont un petit peu qui vont au-delà, on le voit bien, de la psychologie clinique. Donc je ne sais pas te dire qu'attendre de la psychologie transpersonnelle, c'est juste un environnement où on va faire rentrer d'autres considérations. Et par exemple, je trouve ça tout à fait passionnant, ce qui est vraiment la roue tourne, hein, les choses reviennent. Donc tous ces sujets qui étaient pour moi très présents, parce que c'est ça qu'on m'enseignait à l'université, Mm. reviennent aujourd'hui. Tout le travail sur justement les thérapies psychédéliques qui sont maintenant développées de nouveau aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est absolument passionnant, parce que c'est la prochaine frontière de ce que nous pouvons attendre de nos capacités de perception. Et donc, voilà ma réponse. Il y a énormément de champs de réflexion, d'essais, de pratiques d'ailleurs que nous ignorons, certaines qui sont vraiment qui viennent de peuples premiers, donc on n'a rien inventé, c'est juste qu'on les regarde maintenant en essayant de déterminer les bénéfices. Et donc ça vaut le coup de regarder tout ça, quand on s'intéresse à ce qui peut être notre prochaine évolution. On est en évolution absolument tout le temps. Et comme on aime tous être très à la mode, en fait, la mode nous met dans le pli du moment. Et pendant ce temps, il y a des gens qui déplient un peu devant en avance, parce que ce sont plutôt ceux-là qui m'éclatent. C'est ceux qui déplient un peu avant, mais de toute façon, on y viendra. Donc, on suit. Complètement. T'es retourné il y a pas longtemps aux États-Unis et principalement en Californie. Alors non, je ne peux plus mettre les pieds aux États-Unis depuis la crise du Covid, Ouais. comme tous les Européens. Donc ça me manque, ça me manque, parce que le territoire me manque, le sol californien me manque. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord. Plutôt Californie, plutôt San Francisco, plutôt Los Angeles, ou les deux? Alors moi, le coin qui me ressource, c'est la Californie du Nord, qui est très Ok. différente de Los Angeles. Hmm. Où Los Angeles a un climat très sympa, hein, Ouais. une énergie très sympa, mais j'aime mieux la profondeur de l'âme que l'on trouve au nord de l'État. Enfin, mais c'est même pas au nord, c'est au centre d'ailleurs, mais autour de San Francisco, ça c'est un langage qui me plaît bien, qui me va bien.
Yes. Ouais, je connais un petit peu pour avoir été aussi à San Francisco, Los Angeles et puis descendre un peu plus bas. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, mine de rien, moi Los Angeles et surtout la partie vraiment Venice Beach, ce côté-ci. Bon, il y a pas mal de gens créatifs qui sont là et qui développent des choses et j'ai rencontré notamment une personne que j'ai interviewée, Francis Scholl, qui est un Franco-américain qui est lui aussi exceptionnel, qui était voilà, qui a fait HEC, qui était dans en mode très business et en fait quelqu'un qui avait besoin de plus de profondeur, de plus de créativité. Et puis il est parti comme ça en fait à New York pour devenir chanteur, puis devenir ensuite acteur et puis après il s'est dit mais attends, j'aime quelque part tout ce qui est, on va dire, management, business, coaching. Il est passé par le yoga aussi. Donc, il s'est dit, bah, attends, entre le yoga, la respiration, le business quelque part, plus tout ce qui est chant et tout ce qui va avec, comment je peux créer quelque chose de sympa. Et puis, il est parti du côté de Los Angeles et là où il est actuellement depuis des années maintenant. Et là où il se ressource et il crée des accompagnements, des programmes et il accompagne voilà, aujourd'hui beaucoup de personnes voilà, assez, on va dire, alors pas connues du grand public, mais connues de par les marques type Danone ou autres voilà, qui l'accompagnent, mais en mixant, et c'est ça qui est assez exceptionnel, de la respiration, de sorte de pseudo-coaching avec voilà, des chants, plein de choses. Et là, on se dit, mais comment cette créativité peut arriver et il m'expliquait que, en fait, cette créativité est vraiment arrivée. Alors, il avait quelque chose en lui, mais quand il est à Los Angeles, il y a une certaine énergie qu'il y a. Et moi aussi, je l'ai récupéré, je l'ai ressenti voilà, peut-être le temps, puis peut-être les gens aussi. C'est vrai que les gens sont ultra positifs, peut-être un peu trop, tu me diras bah, parfois. Mais il y a quelque chose, en tout cas, sur cette terre qui est assez intéressante et je pense que j'y retournerai faire un tour dès qu'on le pourra. Que ce soit la Californie du Nord ou du Sud, ce que j'y ai toujours éprouvé, j'ai habité là-bas enfant quand j'avais 8 ans, pendant un an. Mon père enseignait à l'université de Stanford, donc on était tous partis habiter là-bas. Ouais, J'avais déjà senti ça à 8 ans, alors je ne me l'étais pas dit aussi clairement. Mais par yes. rapport à nos us et coutumes, puisque donc j'ai grandi en France et à Paris, là-bas, je me sens extrêmement libérée de toutes les injonctions qui viennent avec le fait d'être qui je suis là où je suis. Et je pense que ce que tu décris de cette personne qui a trouvé en fait sa voie, vraiment VOIX et Ouais, VOIE d'ailleurs, exactement. que lui aussi sortant d'HEC, qui est très normé, etc. Parfois on a besoin de se délocaliser pour se sentir libre. Mm. Et la langue anglaise, en plus, est assez libératrice. Il y a moins de vocabulaire, donc c'est moins précis. Et quand c'est moins précis, ça donne place à plus d'interprétation Mm. et, D'imagination. et de- d'imagination. Et c'est en effet ce que je retrouve. Je retrouve exactement la même chose quand je vais là-bas que ce que tu décris là. C'est le droit. Je suis une autre Florence, en fait. Et je Ok. suis une Florence beaucoup plus libre que Florence Servan-Schreiber à Paris, etc. Et donc c'est aussi pour ça que j'adore et ça me donne un autre souffle. Mais ce que je dis là est vrai de plein d'endroits dans le monde. En gros, en résumé, il faut de temps en temps aller voir ailleurs si on y est. Et on n'est pas à l'abri de trouver des morceaux de soi que l'on n'avait pas encore rencontrés juste parce qu'on est sur une autre terre, parce qu'on est dans un autre climat, dans une autre façon de faire, dans une... J'aime aussi beaucoup aller en Allemagne. Ok. Et quand je vais en Allemagne, de nouveau, parce que je n'ai parlé allemand que jusqu'en terminale, donc jusqu'à l'âge de 17 ans, quand je me retrouve à parler allemand, j'ai l'impression d'avoir 17 ans. Donc de nouveau, c'est très joyeux. Donc bon, en gros, dès qu'on peut bouger, il faut rebouger. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais le voyage, c'est la vie, hein. On est d'accord là-dessus. C'est ça. C'est quoi la journée type du lever au coucher de Florence? Elle est difficile à décrire. J'ai plus un rythme hebdomadaire qu'un rythme quotidien Ouais. parce que je consacre le lundi à tous mes travaux d'écriture. Ok. Donc le lundi, je suis enfermée dans un endroit qui n'est ni mon bureau ni ma maison, c'est ma cabane. C'est un endroit qui est fait pour ça. Et là, je vais y passer la journée et c'est là que j'ai le droit de faire absolument tout ce que j'ai à faire. Enfin, tout ce que j'ai à faire
d'intime et d'écrit. Donc c'est là que je vais inventer des programmes, écrire mes conférences, écrire mes livres. C'est vraiment un temps qui est dédié à ça. Ensuite, j'ai une journée où je suis patronne, donc je suis chef d'entreprise. Et le mardi, en général, c'est là que je m'occupe, en effet, de toutes les questions qui sont liées au fait de faire progresser cette équipe, du fait de gérer c'est une école de formation. Donc, c'est là Mhm. que se posent voilà, tous les rapports avec mes clients et autres. Et puis, le, il arrive souvent que le mercredi et le jeudi soient les jours où je vais faire des interventions, parce que c'est ça une partie de mon day job, c'est de faire donc des conférences, d'animer des ateliers, donc très digitalisés en ce moment. Là, la rentrée va être de nouveau, je dois remonter dans des trains pour aller voir des gens, on va voir combien de temps ça dure et si ça peut durer. Enfin, peu importe, que ce soit physique ou digital, je fais ça, et c'est souvent les jeudis et le mercredi et jeudi que les entreprises ont besoin de ça, ce sont mes clients. Et le vendredi, c'est la journée buissonnière. Ok. Et là, je fais ce que je veux. Alors, je dis ça avec un air malicieux, mais c'est vraiment vraiment une de mes ressources indispensables, c'est de ne pas être là où je suis attendue. Donc, ça s'appelle faire l'école buissonnière, c'est-à-dire Ouais. c'est d'être. Alors, cette journée-là, il se peut que je travaille, hein, il se peut que je travaille. Enfin, en gros, elle n'est pas définie, celle-là. Et si je suis là ou si je suis là, ou souvent je suis en train de bosser, parce que j'ai la chance, comment dire, je travaille énormément, Ouais. mais j'ai rarement la sensation de travailler. Une vraie passionnée. Parce que je fais des choses qui me plaisent, parce que je les fais d'une manière qui me plaise aussi. Donc c'est pas une torture, mais j'ai quand même j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de pouvoir sortir, sauter hors de mon bocal. Et ça, c'est le vendredi. Voilà. Ok. Et comment t'es arrivé à définir justement cette semaine? C'était à travers les années ou t'as quelqu'un, t'as vu ça quelque part ou non, Non, c'est toi? non, c'est moi. D'abord, c'est en choisissant d'écrire des livres, quand on est justement, quand on a pas mal une vie comme ça assez mobile et, euh, et pas mal de responsabilités, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas en fait. Si je ne bloquais pas, je n'y arrivais pas. Alors j'ai sûrement lu quelque part que si on bloquait du temps, c'était plus facile de le respecter que de ne pas en bloquer. Donc j'ai Ouais. essayé. Et à un moment, j'ai courageusement dit, bon ben voilà, le lundi, je ne suis plus joignable. Ok. Bon, bah, très bien. Et ben, en fait, c'est très bien. Ça s'est très bien passé. Et on est organisé comme ça maintenant depuis plus de 10 ans, et ça marche. Donc, c'est vraiment non, c'est l'expérience, c'est la liberté aussi, hein, quand on est entrepreneur, quand on est chez soi, évidemment, c'est plus facile d'organiser les choses comme on l'entend. Je comprends complètement. C'est quoi ton rapport avec l'environnement? L'environnement, quand je dis l'environnement, la planète. Oui, alors, urgence absolue, retard pris phénoménal. Je me suis, il y a une quinzaine d'années, vraiment consacrée. Enfin, je suis nouveau partie aux États-Unis pour étudier ce qui pouvait être fait en développement durable, en me disant qu'il fallait passer par les entreprises pour changer les mentalités, etc. Et puis, en revenant avec ce bagage-là et en commençant à travailler avec des entreprises ici, j'ai en fait été assez frustrée parce que les choses étaient beaucoup plus lentes que je ne les imaginais, que j'ai une vision assez utopiste de l'écologie. Mhm. Et donc, ces métiers-là ne m'ont pas convenu. C'est intéressant parce que j'ai un moment envisagé, en me disant le développement personnel, je connais bien, mais le développement durable m'intéresse, passons à quelque chose de plus collectif. Et je me suis aperçue que j'avais malheureusement moins à contribuer, enfin malheureusement j'avais moins à contribuer sur ces sujets-là que sur le sujet de l'individu. Donc je suis retournée vers l'individu. Mais mon rapport est conscient, je suis aussi, je fais partie probablement de la génération qui a tout foutu en l'air, hein. Mes enfants nous font bien remarquer que tout ça est de notre faute. Et c'est vrai. Et je fais du mieux que je peux, mais avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire, c'est pas génial. Je veux dire, l'empreinte carbone est beaucoup trop importante. En fait, tout est
tout est pété et j'avoue, je me sens très concernée et tout aussi impuissante. Voilà, en dehors des gestes du quotidien que je peux contrôler. Yes. Et donc du coup, au quotidien, tu essayes de limiter au maximum ton impact Mais environnemental j'essaye de limiter mon comme impact comme tu peux le faire. environnemental. Ouais. Je prends le train, je vais à pied, je ne me sers pas de lessive, je trie mes déchets, j'ai un potager, je recycle mes épluchures. Génial. Mais ça semble dérisoire. Je te dis tout ça, ça c'est vraiment, ça c'est ma vie au quotidien. Mais malheureusement, le problème est plus large. Cet été, le repentir est en feu. Ouais. C'est plus large. Voilà, je fais ma part sûrement de travers, mais je le fais. J'essaye. Du mieux avec ce que tu as, et c'est le principal en tout cas. Voilà, on est dans une philosophie où il y a des vraies prises de conscience qui sont en train de s'opérer. Voilà, il faut accélérer maintenant, Je vais accélérer. et ça c'est clair. Tu connais Catherine Testa de Oui, bien l'optimisme.com sûr. et .pro. Je l'ai interviewée en fait sur ce podcast il y a quelques mois maintenant, et c'est vrai qu'elle est issue du développement durable, de cette partie environnementale, où elle est allée aux États-Unis, voilà, en tant que salariée pour le peu, et essayer auprès des grandes multinationales de faire quelque chose, et c'est vrai qu'elle s'est rendue compte que c'était pas si évident que ça, voire même très dur, et donc c'est pour ça elle est repartie sur Paris, et puis elle s'est dit qu'on va commencer un peu par l'humain, et c'est par l'humain quelque part qu'on va pouvoir avoir un fort impact, et peut-être pas forcément directement par les grandes entreprises euh, Oui, oui, déjà oui, en oui. place. Oui, oui. En tout cas, je n'ai pas la solution. Et je ne prétends Ouais. pas l'avoir. Ça marche. Bon, en tout cas, merci pour ton partage. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément le crier sur tous les toits, qui t'est propre à toi, mais qui te motive, qui te permet toi de rester, j'ai envie de dire, en vie, c'est peut-être fort, mais qui te permet d'être vraiment toi? Alors, je ne sais pas si je n'en parle pas parce que j'en parle assez facilement, mais il y a un truc qui me permet d'être moi, c'est d'avoir le trac. Ok. Et ce qui me donne la sensation d'être en vie, c'est d'avoir le trac, d'une part, ou c'est d'aimer furieusement les gens qui sont autour de moi. Donc, ce sont Waouh. vraiment les deux choses les deux choses qui vont me motiver et me donner de l'élan. Donc, soit je fais les choses parce qu'elles me font peur, soit je fais les choses parce qu'elles me permettent d'aimer les gens et de l'exprimer ou de trouver une façon de le leur dire. Voilà, ce sont mes deux plus grands moteurs. Ok. Ben, merci pour ce partage. Comment on peut te joindre? Comment on peut me joindre? Ouais. Sur Euh, LinkedIn, sur Ah Facebook, oui, sur bien YouTube sûr. aussi? Alors, on peut me joindre sur Instagram, Oh, Floss Forever. On peut me joindre sur LinkedIn. On peut ok. surtout me joindre sur un site internet qui porte mon nom, qui s'appelle florenceservan-schreiber.com. On mettra tous les notes dans le podcast, hein, Voilà, et qui arrive directement dans mon iPhone ou dans celui de Fanny qui travaille avec moi parce que ok. je vous l'expliquais, tout est assez mobile, donc il y a quelqu'un qui m'aide un peu à gérer tout ça, mais je suis extrêmement facile à Ok. trouver, je suis là. D'accord. Donc, ouais, c'est vrai que t'es partout. Non, partout non, mais joignable. Joignable. Vraiment, nous sommes à 1 degré de séparation, Ok. c'est ça. Bon, en tout cas, c'est noté. Pareil, au niveau de ton école, c'est facile, on y va, on se connecte, et puis on peut avoir des programmes comme ça, ou tu as des Effectivement, sections? la 3 Kiff Academy, alors il y a différentes choses. Il y a vraiment des programmes qu'on trouve instantanément à consommer tout de suite quand on Ouais. veut, où on veut. Online, de manière asynchrone? Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a régulièrement un atelier d'écriture qui est une aventure extraordinaire qui s'appelle Bloom Ouais. et qui va permettre à la fois de mieux se connaître, à la fois de mieux connaître son écriture, c'est-à-dire de redécouvrir le plaisir d'écrire, même si on a été nul à l'école, parce que c'est pas du tout une écriture scolaire, et qui permet de cheminer ensemble. Et alors là, à ce moment-là, ce sont des sessions qui commencent et que nous allons vivre ensemble pendant plusieurs semaines et qui offre. Alors, c'est une aventure, hein, cette affaire. C'est une aventure géniale, collective, personnelle, individuelle, intérieure, extérieure. On est fiers, on est content, on a appris des choses. Et vous échangez entre vous les différentes écritures, Ouais, ok. Absolument, parce que c'est une expérience qui apporte des lectrices et des lecteurs. Ouais. Et l'écriture, c'est très ingrat parce que, à moins de publier des bouquins,
Et même quand on publie des bouquins, ça ne veut pas dire qu'on va être lu. Donc, il y a quand même une chose qui est d'écrire un texte et puis ensuite que le texte soit lu. Et ce que permet la mécanique de cet atelier, c'est que justement, les textes sont lus et c'est ça qui crée une dynamique absolument fantastique entre tous les participants. Ok. Ben là aussi, hein, on mettra dans les notes du podcast tout ce qu'il faut, tous les liens pour aller découvrir tout ça. Tu as même un bouquin sur Bloom. Oui, Isabelle Bloom aussi, bien sûr. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Que ça va aller. Je crois que la seule chose dont on a, c'est vraiment, en anglais c'est plus joli, c'est Bob Marley, hein, c'est Everything's gonna be alright, mais ça va aller. On va s'en sortir, on y est, on est les deux pieds dedans et pourtant on continue à avancer, pourtant on continue à se faire plaisir, on continue à jouir, on continue à apprendre des choses, à en découvrir, on pleure, on réussit, on se plante, on recommence. Ça va aller, quoi. C'est un mouvement et le tout est de s'en souvenir quand il fait trop gris, ça va aller. Ok. Bah, merci infiniment, Florence, pour tout ton partage. Enfin, j'aurais même envie de dire tes partages. Et puis, en tout cas, à très bientôt à nos auditeurs pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.